Bonjour chers étudiants. Toujours dans le cadre de la continuité des cours réservés à la langue française comme élément du module langue et terminologie au cursus de formation qui concerne les étudiants de droit en langue française en deuxième semestre, bien sûr. Voilà, donc les séances précédentes étaient consacrées à cette langue juridique, exactement à ce qui caractérise la langue juridique en tant d'abord que langue de spécialité. On a abouti à ceci après un tas de définitions qui lient en fait entre la langue et le droit et qui donnent naissance à une langue de spécialité, à savoir la langue juridique. Toujours dans l'étude, ou bien les aspects d'étude consacrés à cette langue de spécialité, nous avons vu, ou bien nous avons essayé de traiter l'aspect terminologique de cette langue. Nous avons essayé de découvrir la nature du vocabulaire juridique, quelles sont les caractéristiques en fait qui caractérisent le vocabulaire juridique et qui sont automatiquement propres au domaine juridique toujours dans ses rapports avec la société. Ou plutôt, toujours dans le cadre de l'étude du vocabulaire du droit, nous sommes focalisés surtout sur le côté de la formation du vocabulaire et des termes juridiques, quels sont les différents procédés linguistiques utilisés par le langage de droit pour trouver ces termes qui sont capables de dénommer ces phénomènes juridiques. Dans un autre élément d'étude, nous avons ciblé aussi l'élément ou bien la partie syntaxique de cette langue en fait, et nous avons vu comment la langue juridique ou bien maintenant le langage, puisqu'il y a l'utilisation de cette langue, le langage juridique, il favorise certaines structures syntaxiques au détriment d'autres et qui parviennent, bien sûr, toutes de la langue générale. Pourquoi? C'est toujours pour répondre aux spécificités de la matière juridique, autrement dit, de la règle ou de la norme juridique. Alors, les formes syntaxiques favorisées par le langage de droit, ce sont ces formes syntaxiques qui sont capables de répondre au caractère de généralité, aussi de la neutralité, de l'objectivité de toute norme juridique. Bien, alors aujourd'hui, toujours, on continue dans la découverte des éléments ou bien d'autres éléments qui caractérisent le langage du droit. Et ça sera la deuxième grande partie de ce cours. Alors, comme vous pouvez le lire sur le tableau, langage du droit, structure et argumentation discursive. Ça veut dire, cette partie de cours, cette partie de cours va essayer en fait de découvrir aussi le langage, ce langage. Maintenant, ce langage, ça veut dire cette mise en œuvre, cette mise en pratique de la langue juridique avec ses spécificités lexicales et aussi syntaxiques, maintenant pour produire une situation de communication. Et alors, là, c'est un usage particulier de tous les aspects lexicaux, syntaxiques de la langue pour répondre à différents besoins de communication. D'où, maintenant, c'est la question du langage. Et puis, nous avons vu dans des séances précédentes la dimension communicative du langage. Si le langage existe, c'est pour en fait donner naissance ou bien donner existence à une situation de communication. Et là, bien sûr, ce qui nous intéresse, ce sont des situations de communication propres au domaine de droit. Bien. Alors, premièrement, quel est le rapport entre langage et discours? Discours, ce n'est que la forme du langage. Une forme de langage bien réfléchie, bien étudiée. Voilà, alors discours, comme le définit la rhétorique, c'est une suite de paroles prononcées avec une certaine méthode. Et là, je souligne méthode, avec un dessein déterminé. Un dessein, ça veut dire un objectif déjà déterminé. Et
Voilà, donc adressé soit à une assemblée, hein, ou bien à quelques personnes, ou même à une seule personne. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette définition? C'est que l'utilisation du langage dans des situations qui prennent en considération une méthode. Une méthode, ça veut dire, ou bien certaines méthodes, ça veut dire, ce sont des outils qui garantissent le passage du langage à travers des étapes. C'est un processus en fait. Ça commence ici et ça doit aboutir là et non pas là. D'accord? Alors là, c'est tout un processus qui est étudié. Et pour passer ou bien réussir à traverser tout ce processus ou bien ce chemin-là de production de langage, là, ça nous faut quelques outils, quelques méthodes. Et puis, si on veut arriver exactement à ce point et non pas à l'autre point, ça veut dire qu'on détermine d'avance un objectif bien précis de notre communication. Et bien sûr, s'il y a un objectif, c'est vis-à-vis à qui en fait? C'est vis-à-vis à la partie à laquelle ou bien à qui on s'adresse. Autrement dit, quand on parle de discours, c'est une utilisation de langage qui prend en considération d'abord deux parties de communication qui doivent être déterminées. Et puis, qu'il a une stratégie, tout un chemin qui est tracé pour arriver à un objectif. Ça, c'est en matière de rhétorique, ça veut dire c'est la science qui s'intéresse à l'art de parler et à l'art de persuader en fait. Et puis, on passe à la définition du discours en matière linguistique qui n'est pas tout à fait loin de celle de la rhétorique. On peut tenter de définir le discours en faisant référence aux facteurs qui lui sont propres. Quels sont ces facteurs? Un jeu locuteur, ça veut dire la partie qui produit le message en premier. Alors, un jeu locuteur articule des formes-sens. Des formes-sens, ça veut dire c'est les formes lexicales ça veut dire ce sont des signes, tout simplement, signifiant et signifié. En fonction d'un tu. Le tu, c'est l'autre partie à laquelle le jeu s'adresse ou bien adresse son message. Alors, le tu interlocuteur. Les fonctions articulatoires incluent bien sûr des éléments structurels ou bien structurants, mais aussi persuasifs, sans exclusivité aucune entre ces deux catégories porteuses de forme-sens. Cette articulation se déroule au moment et au lieu précis, préalable, où le jeu s'adresse au tu. Alors, si vous l'avez remarqué, c'est un acte de production de langage qui est réfléchi, qui est étudié à l'avance, qui détermine ses parties, l'objectif et les méthodes structurelles et aussi persuasives, si on peut le dire, qui permettent à la partie jeu de passer son message par efficacité à la partie tu. Bien, si on essaie maintenant de récapituler l'essentiel de ces deux définitions, quelles sont les caractéristiques du discours? Quand est-ce qu'on dit que celui-ci, cette production langagière, est un discours? Voilà, alors c'est une d'abord forme de langage dirigée dans un but précis, supposant une stratégie particulière. Autrement dit, c'est une forme d'action, et ça c'est très important. Une communication qui vise à influer l'autre ou bien à agir sur l'autre est différente d'une situation qui n'a pas de production et non pas de communication, parce que communiquer, c'est automatiquement une relation d'échange qui vise à agir sur l'autre. Voilà, c'est une forme d'action sur autrui. Toute énonciation constitue un acte qui vise à modifier une situation. Alors, l'objectif, c'est modifier une situation. Informer, c'est modifier. Suggérer, affirmer, interroger, convaincre, persuader. Alors, tout ça, ce sont des différentes situations de communication qui ont pour objectif d'agir sur l'autre partie. Par conséquent, le discours, il est interactif, puisqu'il vise à agir sur autrui. Automatiquement, il est interactif. Ça veut dire qu'il y a une interactivité fondamentale dans tout texte
de discours qui met en place et qui prend en considération son destinataire. Les conditions d'un bon discours. Maintenant, ce sont là les caractéristiques du discours d'une manière générale. On ne parle de discours que lorsqu'il y a consommation ou bien utilisation d'un langage qui prend en considération toutes ces parties-là ou bien tous ces éléments précédents. Un bon discours, automatiquement, doit répondre au principe de pertinence. Alors, pour que ma communication ou bien le contenu de ma communication arrive à agir sur l'autre, il doit être d'une certaine pertinence dans son contenu. Le locuteur ou bien l'émetteur, il doit être sincère par rapport au contenu qu'il vise à transmettre à l'autre. Il doit croire d'abord à ce qu'il... ça veut dire il doit croire à ce qu'il pense pour qu'il puisse faire croire l'autre partie ou bien la faire adhérer à son objet de croyance. Il doit être aussi informatif. Un bon discours, c'est un discours qui apporte un plus pour la partie qu'on vise. Ça veut dire des informations nouvelles. Il doit être exhaustif par rapport au sujet, ou bien alors par rapport à l'objet de communication, sujet de communication. Les informations, elles doivent être suffisantes. Ça veut dire qu'elles ne doivent pas négliger l'un des aspects du sujet. Ça dépend du contexte, bien sûr, et de la nature de chaque sujet. Et finalement, il doit être clair et concis, précis. Ça, c'est la condition ultime, en fait, d'un bon discours. C'est sa clarté, sa précision, sa concision, pour ne pas faire perdre son destinataire dans un va-et-vient d'informations mal agencées, mal ordonnées, qui n'ont pas de rapport logique entre eux ou bien entre elles, et ça peut créer une perte sémantique de notre destinataire. Arrivons maintenant au discours qui est utilisé dans le domaine juridique ou bien le domaine de droit, à savoir le discours juridique. Alors là, toutes les situations de communication de droit s'offrent au discours en fait, puisque une norme est essentiellement un message avec ses émetteurs et ses destinataires qui doivent lui accorder un sens identique. Le droit est une activité de communication. La plupart du temps, les juristes, à partir du professeur jusqu'au magistrat, ils ne font que dire le droit. Ils disent le droit d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire, et ça nous suggère les différentes situations de communication et par conséquent les différents types de discours qu'on va voir par la suite. Autrement dit, le discours juridique, selon Gérard Cornu, et par opposition, ça c'est très important, par opposition au vocabulaire juridique, c'est l'autre versant du langage du droit. C'est le langage du droit en action. Voilà, c'est le droit qui veut agir, soit on explique pour faire comprendre, soit on analyse pour convaincre et prendre une décision de justice. Ou plus exactement, le langage qui est en action dans le domaine de droit. Maintenant, puisqu'on a dit que du professeur jusqu'au magistrat, tout le monde, tous les juristes, ils ne font que dire. Ils disent le droit dans des formes différentes. Quelles sont ces formes? Qu'est-ce qu'on entend par formes différentes? Ça veut dire des situations de communication différentes. Et qu'est-ce qui fait de cette situation, ça veut dire qu'elle est différente de l'autre? Bien sûr, ce sont les parties de communication d'abord qui sont différentes quand on passe d'un contexte à l'autre. Encore l'objectif et encore même la matière juridique utilisée dans chaque situation et comment on travaille, comment on dit en fait, comment on dit cette matière juridique. Voilà, donc les types ou bien les différents types du discours juridique, ils se réfèrent aux actes de communication utilisés dans la pratique du droit. Toujours, Gérard Cornu classe les discours du droit suivant les éléments que je viens d'expliquer. C'est par rapport aux éléments du schéma de communication. L'émetteur-récepteur, ça veut dire les parties de communication ou bien les sujets du discours. Le type de message qui est propre à la situation, à l'objectif, le mode d'expression, ça veut dire quels sont les outils et la manière aussi propre à chaque situation de communication. Et voilà, puisque les types de discours, ils sont propres aux différentes
hein, situations de communication et sont liées aux différents éléments du schéma de communication, on peut, ça veut dire qu'il y a, la question de la typologie reste très vague, plus ou moins vague. Hein, elle est très liée aux différentes données de chaque situation de communication. Mais quand même, nous, quand on veut travailler sur le discours juridique ou bien le discours du droit, il reste quand même deux grands discours qui sont d'une importance inégligeable en fait. On parle de ces deux grandes formes de discours, à savoir le discours du grand domaine de la création du droit, c'est le domaine de la législation, et par conséquent le discours législatif. Et le deuxième grand domaine du droit, c'est l'application, c'est la mise en œuvre du côté législatif dans le côté réel de la société en vue de réaliser la société, en vue de réaliser la justice attendue par l'appelant. Bon, discours législatif ou bien normatif, c'est tout discours qui est propre à l'activité du législateur qui formule des textes de loi. Alors, que fait le législateur? Il établit les lois, ou explique aussi et les explique. Il établit et explique les lois, autrement dit, quelle est la matière constitutive des lois? Ce sont les règles. Alors, le discours législatif, il établit, explique toutes les normes de droit ou bien les règles normatives. Par conséquent, il a cet aspect en fait, puisque ça, il tourne autour de la norme juridique, il a cet aspect d'autorité qui s'impose. Alors, ce discours utilise ou bien met en valeur un langage d'autorité, mais aussi souveraine. Ça veut dire ultime, autorité presque absolue. Souveraine, ça veut dire qui émane d'un pouvoir législatif étatique. Que fait ce discours? Ou bien le discours législatif, il pose. Pourquoi il est autoritaire et souverain? Parce qu'il pose et aussi impose la règle. Il la pose et l'impose par la force de la loi. Et là, on le trouve surtout dans le côté de la Constitution, en tant que produit discursif, en fait. La Constitution en tant que forme textuelle qui traduit ce discours législatif qui est autoritaire, souverain. Mais aussi, il y a d'autres situations législatives bien sûr. La Constitution qui adopte un ensemble de lois régulatrices, organisatrices, avant de les adopter, il y a la phase élaboration. Élaboration, c'est la phase du projet. Et là aussi, on trouve un autre aspect tout simplement du discours législatif. Et du coup, encore, on peut soulever cette fonction explicative. Le droit, il est là pour expliquer les normes, mais aussi argumentatif parce qu'il doit aussi, ce discours, il est là pour expliquer les raisons et les motifs pour lesquels un projet est soumis, un projet de loi bien sûr, est soumis au Parlement et en se basant toujours sur un bien fondé juridique. Alors là, c'est côté argumentation dans ce discours législatif. Le deuxième grand discours qui nous intéresse reste le discours juridictionnel. Le discours juridictionnel, il est propre au domaine de l'application de la matière juridique. Et là, on trouve, ou bien il utilise un langage. Alors ce discours, il utilise un langage dans lequel on formule cette fois-ci, non pas des règles, mais des décisions. Figurez-vous, alors là, le législatif, il formule les règles. Et là, il formule le juridictionnel et formule les décisions relevant de l'acte de la réalisation du droit qui est, bien sûr, justifié
par l'application des règles juridiques. Et alors, ce discours aussi, il est autoritaire. Mais il n'arrive pas à ce degré d'autorité, en fait, de celui du législatif. C'est une autorité, mais qui n'est pas souveraine. Pourquoi? Parce que d'où vient l'autorité ici? Elle vient de la personne qui est apte à utiliser la matière juridique, à l'interpréter pour prononcer et prendre une décision de justice. À savoir, c'est la personne du juge en fait. Mais le juge n'est pas libre. Il n'est pas complètement libre pour se prononcer comme il veut et là où il veut. D'abord, il se prononce, il est en quelque sorte, il est cerné par les textes, toujours par les règles législatives. Voilà, alors comme je viens de l'expliquer, l'autorité qui est propre au discours juridictionnel n'est pas une autorité souveraine comme celle du discours législatif. Pourquoi? Parce que là, l'organe étatique qui a le pouvoir de prononcer des jugements ou bien de prendre des décisions de justice, tout simplement pour rendre justice, là, il s'agit de personnes particulières. C'est la personne particulière, à savoir la personne du juge, contrairement au législateur, qui n'est pas une personne particulière, mais c'est une personne symbolique, étatique, symbolique. Et du coup, d'abord, le juge, c'est vrai qu'il a cette autorité qui lui accorde en fait l'opportunité de traiter et d'interpréter, de traiter le problème et d'interpréter la règle juridique. Ça reste plus ou moins subjectif, plus ou moins je dis, mais il n'est pas libre. Cette liberté, elle est un peu cernée. Il ne peut pas se prononcer sur tous les aspects du problème, seulement sur l'aspect problématique identifié par l'appelant. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, quand il va prononcer un jugement, il doit le justifier. Il doit le justifier. Et il y a aussi la traçabilité au niveau textuel du jugement qui doit être certainement bien argumentée. Alors, cette décision, il doit être bien argumentée. Cette argumentation qu'on va voir par la suite se base sur quelques procédés d'analyse. Voilà. Voilà, le juge impose sa décision par le jugement. Ça, c'est le côté autoritaire de ce discours juridictionnel. Il impose ce jugement qui reste indiscutable par les cas particuliers, les appelants en fait. Les cas particuliers, ça veut dire en tant que citoyen normal. Mais ça n'empêche qu'on peut le casser par une procédure toujours qui se base sur des normes juridiques. Mais, alors, elles sont indiscutables, comme je viens de le dire, mais qui restent toujours justifiées par des arguments. Bon, le discours juridictionnel aussi, il est argumentatif, mais c'est une argumentation qui va être différente de celle de l'argumentation du discours dans le discours législatif. Si le discours législatif, il opte ou bien pour une argumentation explicative, celle-ci, c'est une argumentation analytique qui adopte le principe de la discussion, comme je viens de le dire, puisqu'il doit justifier par une règle juridique, une décision prise qui doit être, ça veut dire, je reformule, une décision prise par rapport à un cas particulier, cas problématique particulier, que le juge doit résoudre en se basant sur le retour vers une règle juridique après traitement et justification. Alors, il y a une sorte de discussion, un va-et-vient entre le cas particulier et le cas proposé par la norme juridique. Voilà.
il y a une certaine subjectivité dans le côté interprétation et le choix du texte normatif sur lequel il peut s'appuyer pour justifier sa décision. Finalement, il y a un autre discours qui est aussi à ne pas négliger, c'est le discours doctrinal ou bien scientifique, c'est le discours qui s'intéresse à réfléchir sur le droit, et c'est le discours propre aux enseignants et toutes les personnes qui écrivent sur le droit. Voilà, on est à la fin de cette séance dans laquelle on a précisé d'abord le rapport entre le langage, le discours, aussi quelles sont les caractéristiques d'un bon discours, sa relation avec la communication, pour aller directement aux différents types de discours qui nous intéressent, à savoir les deux grands types, celui législatif et aussi le discours juridictionnel. Dans une séance prochaine, on va essayer de s'arrêter sur le côté structurel, la structure de chacun de ces discours et aussi l'argumentation de chacun de ces discours. D'ici là, je vous remercie et je vous donne un rendez-vous prochain, Inch'Allah.